Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade. Bonjour Jean Claire et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous voient aussi. Alors justement aujourd'hui, Emmanuel Macron, notre grand président, a Président de la République. Tout à fait, a reçu à Versailles plus de 140 grands PDG des grandes firmes internationales en préparation du forum de Davos. Et donc il veut reproduire cette rencontre tous les ans avec eux. En même temps, on a eu le budget 2018 qui est passé et les premières conséquences qui se font ressentir dans le réel pour les Français. Par contre, nous, ce qu'on voit en tant que militants, quand on va parler aux gens, aux Français, c'est que beaucoup savent que donc c'est une politique injuste, mais ils se disent que quelque part on n'a pas le choix. Parce que les temps ne sont pas aux largesses. Et en se serrant bien un peu la ceinture, en faisant des efforts, on arrivera peut-être à quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, il n'y a rien de mal à faire venir des chefs d'entreprise, des grandes entreprises étrangères, comme Toyota qui vont investir 300 millions en France. Pourquoi pas? C'est bien, ça crée de l'activité. Cependant, si on est dans une approche où on leur dit, comme Bruno Le Maire l'a fait lorsqu'il est allé à New York fin juin 2017, l'année dernière, et qu'il a dit aux banquiers américains, pas aux chefs d'entreprise, aux banquiers, la finance n'est pas l'ennemi, et n'ayez pas d'inquiétude, le droit du travail français a changé. Alors là, évidemment, c'est différent parce qu'on est en train d'adopter la théorie du ruissellement, de fait. Le ruissellement, alors c'est quoi la théorie du ruissellement? C'est quand on a une série de coupes qui forment une pyramide, il y en a une au sommet auquel on verse du champagne, par exemple du liquide, et on pense que peu à peu, ça ira jusqu'en bas. C'est jamais comme ça. La réalité, c'est beaucoup plus ce à quoi je pensais quand j'étais enfant et que je lisais, adolescent, et que je lisais à Villequier de Victor Hugo. Que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Là, cette grande roue, pensent les gens, c'est au bénéfice des uns et nécessairement à l'encontre des autres. Bien, c'est pas vrai. Le vrai développement, c'est gagnant-gagnant. C'est au bénéfice de tous. C'est le système que propose ou que se fixe la Chine aujourd'hui. C'est la fin d'un ordre géopolitique où on pense que les vainqueurs rafleront toute la mise, et le début d'un ordre de développement harmonieux où tout le monde y a son avantage. Et quand on voit le budget de la France et ce qui est prévu, ce qui est dit, et ce qui est dit aux investisseurs qui viennent en France, on est un peu surpris parce qu'il est dit aux investisseurs américains, ou autres d'ailleurs, venez, c'est le moment d'investir en France. Et aux Chinois, on dit, certains des investissements sont bons, mais beaucoup sont mauvais parce qu'ils sont prédateurs. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire à Pékin. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire à Pékin. Oui, voilà. Alors on est un peu surpris quand même, de poids, de mesure, comme on dit. De poids, de mesure. Alors non, dans tout cela, quand on voit la vérité des choses, c'est qu'il faut avoir une vraie politique de développement économique à l'échelle du monde, dans laquelle la France doit avoir sa part. Eh bien, que faut-il? Il faut des investissements dans la formation, dans l'éducation, dans ce qui fait l'avenir, et les technologies de pointe. Et en même temps, comme dirait Emmanuel Macron lui-même, il faut créer du pouvoir d'achat. Or, le budget n'en crée pas. En fait, pour les plus pauvres, si, puisqu'il y aura la fin de la taxe d'habitation, il y aura même quelques allocations qui vont un petit peu augmenter, pour les handicapés par exemple. Voilà. Mais est-ce que... Et puis même, moi, en sortant du métro l'autre jour... Ce que vous dites est faux, parce que les plus pauvres, les 5% les plus pauvres, verront baisser de 0,6%, selon les calculs de l'OFCE, de 0,6% leurs revenus. Et les 5% les plus riches, ça sera plus 1,6%. 1700 et quelques euros par mois de plus. Alors, cette histoire, ça veut dire qu'on favorise les inégalités, ou même qu'on les promeut. Alors, je veux bien croire, on dit dans la croissance, on va engendrer nécessairement des inégalités, mais tout le monde y trouvera son avantage. C'est une approche de dame de charité. La dame de charité, ou la dame patronesse, vient dire donnons un peu aux pauvres, et nous, appliquons ce que disait Guizot à l'époque, enrichissons-nous. Mais en même temps, on a une énorme dette. On a plus de 41,2 milliards, quelque chose comme ça, qu'on payera en 2018 rien que pour les taux d'intérêt sur notre dette. Et c'est ce qui a utilisé comme argument pour dire qu'on n'a pas le choix que de faire cette politique
justement de dame patronesse, alors qu'en haut, la Chine aurait comme politique une ceinture, une route, en faisant du développement, et nous, on aurait comme politique ceinture, serrons-nous la ceinture. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. La dette, qu'est-ce que c'est? C'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on investit pour le futur et on crée par ces investissements les moyens du remboursement. Ça fait 40 ans qu'on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, on s'endette pour favoriser des milieux financiers qu'on appelle entreprises et qui ne sont pas des entreprises, ce sont des prédateurs financiers. La vraie entreprise, c'est le patron de PME qui se bat, qui souffre, qui fait ce qu'il peut. Ou c'est même, je dirais, le patron de Schneider qui fait des investissements dans des secteurs avancés, ou même de Dassault Systèmes. Il n'y a pas ce mal d'un productivisme terrible, destructeur dont parle Jean-Luc Mélenchon. C'est pas vrai. Il y a un mal de la prédation financière. Ça, oui, il faut être clair avec les termes. La différence entre les industries qui vont produire réellement quelque chose, une richesse, un service vraiment utile, et... On vous dira, mais comment vous le mesurez que c'est utile, hein? Oui. Comment vous faites? Bonne question. Très simple. Qu'on a mal fait, c'est très clair. Il y a l'enquête Pearls qui montre ce qui se passe dans la lecture en France. On recule. On est un des 2 pays au monde qui recule. On dit la Belgique francophone, la France et les Pays-Bas. 2,5. Donc on recule. Fortement. On a des enfants qui sont capables assez bien de déchiffrer, mais alors la compréhension, l'analyse, ça ne va plus du tout. Donc c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a un système qui applique une certaine logique, mais qui n'éveille pas la curiosité et le désir de créer. Et on a toute économie qui n'applique plus le désir de créer. On a augmenté la marge des entreprises. Oui. On leur a donné de la marge. François Hollande leur a donné de la marge. Et comme Carrefour s'apprête à faire en licenciant, enfin, en faisant le plan pour permettre à 2400 c'est ça, personnes de quitter le groupe par négociation collective. Vous parlez de Carrefour? Tout à fait. Carrefour, 3,32% de hausse à la bourse aujourd'hui, parce qu'ils vont licencier. Donc tout est dit, hein. Tout est dit par cette simple... C'est qu'un événement, hein, parmi d'autres. Mais il est révélateur. C'est-à-dire qu'on a cette idée qu'on va créer de la richesse, bien qu'on ne crée pas la consommation qui puisse acquérir les biens produits. Or, non seulement on produit mal les biens en France, mais en plus, on ne crée pas la consommation qui permet de les acquérir. C'est-à-dire le pouvoir d'achat C'est-à-dire le pouvoir d'achat. Des gens. Dans les réformes diverses qui ont été proposées, les gens vont subir des difficultés. Les retraités avec la CSG. Tout le monde, mais en particulier ceux qui sont dans les classes moyennes. Et qui vont, on a déjà vu pour les plus pauvres, dès mais les classes moyennes. Dès qu'on a plus de 1200 € de retraite, on est considéré comme ceux qui devront payer pour... Oui, ils vont payer pour la hausse de l'électricité, la hausse du gaz, la hausse du prix du diesel, etc. Certaines justifiées, d'autres non, mais ils paieront. Et on ne crée pas les conditions où ils pourront acheter. Et en réalité, il faut créer les conditions où ils puissent acheter, mais en même temps où la France produit des produits de pointe. Or, ce qu'on dit... méchamment de la France, c'est qu'on produit des produits espagnols qu'on essaye de vendre à des prix allemands. Donc c'est très méchant pour les Espagnols, et c'est faux, en grande partie, mais c'est une image. C'est-à-dire qu'on ne produit pas de qualité suffisante. Et c'est là que l'effort de formation professionnelle, d'éducation doit être poussé. Et si on commence par avoir ce qu'on a vu dans la lecture, si on commence à avoir cela, et on n'est pas très bon en maths non plus, alors qu'on était très très bon il y a 30 ou 40 ans, ben on commence, comparativement, hein, on commence à voir une situation qui quand même se dégrade. Et c'est pas en pensant qu'en donnant un peu plus aux riches, de façon indiscriminée, on ne pense pas celui qui travaille dans une PME et qui mérite cet argent, ou même dans les grandes entreprises, les ingénieurs, tout le secteur qui fait ces produits dont la France peut être heureuse, hein, c'est bien, on peut être fier de ça. Mais en même temps, on ne donne pas les moyens aux gens de créer de façon cohérente une société qui avance. Et si on regarde les niveaux des salaires, il faut des salaires élevés pour pousser les entreprises à produire des produits beaucoup plus avancés, de technologies plus avancées, pour accroître leur productivité, c'est le mot, leur productivité réelle, physique, hein,
pas la productivité apparente, sociale, telle qu'on en parle. Tu penses en fait que augmenter les salaires des employés permettra aux entreprises de produire des biens de meilleure qualité? Oui, ça les pousse à produire des biens. C'est ce qu'ont fait les Allemands. On peut dire beaucoup de choses contre les Allemands, qui ont accaparé toute la richesse de l'Europe, c'est vrai. Mais en plus, ils ont porté de l'avant, avec des salaires jusqu'à maintenant plus élevés. Aujourd'hui, ils sont en crise, ça commence à ne plus être vrai. Mais ils ont fait cela, ils ont porté production de pointe, parce qu'ils ont poussé les secteurs de pointe, et ils ont laissé les entreprises aux mains, disons, de gens qui étaient des producteurs, des ingénieurs de formation ou des familles. Nous, on a mis les entreprises dans les mains, disons, de la finance du CAC 40, avec dans le conseil d'administration de chaque société du CAC 40, des représentants des grandes banques qui sont le relais du capitalisme financier international. Voilà notre problème. Oui. Alors, ce qui implique aussi de remettre en cause la règle des 3% de déficit de la Commission européenne. Mais cette règle ne veut rien dire parce qu'elle est abstraite, elle est arbitraire et elle empêche tout pari sur l'avenir. Revenons à la dette, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il faut y revenir. La dette, c'est de dire voilà, on investit dans des secteurs d'où la production permettra, dans le temps, de rembourser cette dette en fonction de l'environnement économique meilleur, plus productif, créé. Bon, aujourd'hui, on a créé de la dette sans créer cela. On a créé de la dette financière. Et la caricature de cela a été les 80 milliards par mois de la Banque Centrale Européenne qui rachetait les mauvaises créances, puis 60, puis 30. Donc on a fait toute cette dette-là en favorisant les banques. Qui a été créé ex nihilo, par la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Donc, évidemment, une fois que vous faites ça, ce que vous favorisez, c'est un tournis financier. Dans le monde, c'est pareil. Hein. On a une priorité aux financiers. On a entretenu, parce qu'on ne voulait plus payer les gens au niveau où il fallait les payer, on a entretenu le système avec du crédit. Mais pas du crédit productif, du crédit pour l'avenir. On a fait du crédit pour permettre au système de tourner. Et justement, le crédit a remplacé les salaires, par exemple, aux États-Unis, mais aussi en France. Oui. Et maintenant, on sait qu'une bonne partie des entreprises ont utilisé ce crédit pour racheter leurs propres actions, pour maintenir leur cours assez haut. Surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on a une situation où on a voulu favoriser les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour qu'elles puissent emprunter taux d'intérêt bas, en même temps, ce que tu dis, hein, on leur a permis de gonfler les bourses artificiellement. Et de racheter leurs propres actions. Donc elles empruntaient pour racheter leurs propres actions, ce qui est une folie. Et le prix des actions monte parce qu'il y en a moins sur le marché. Donc c'est pour la productivité apparente. Si vous diminuez le nombre de travailleurs, la productivité apparente augmente par travailleur. Vous n'avez rien changé du tout en réalité. Sinon, utilisez les progrès de l'informatique pour réduire les coûts et pas pour augmenter la production. Oui. Là, c'est le vrai problème dans lequel qu'on a. C'est pour ça, notamment, que si on veut retrouver une forme de justice sociale, si on veut que les Français retrouvent un pouvoir d'achat, que les salaires augmentent, etc., ça implique aussi une industrialisation, une réindustrialisation de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut penser l'économie comme un tout. Et il faut penser le lien entre cette économie physique, qui est la réindustrialisation, la transformation de la matière, le lien avec toute l'économie du numérique, de l'informatique, toute l'économie avec tous ces secteurs, y compris le blockchain, qui peut être un très bon mécanisme. Quand ça dégénère dans le bitcoin, non. Mais le blockchain, oui. Donc on a tout ça, mais il faut le brancher sur une économie qui fait et produit des choses. C'est pour ça que nous disons de façon plus générale qu'il faut un programme de l'espace, un programme de la mer et un programme du développement de l'Afrique qui tire l'économie vers le futur et qui crée des objectifs communs de l'humanité. Les Chinois l'ont compris. Ils ont compris qu'on ne peut pas développer seulement la Chine. Il faut que pour la Chine, puisqu'on continue à développer, que le monde aussi se développe. D'où la foire qu'ils organisent à Shanghai en novembre pour les importateurs, pour que les gens exportent vers la Chine, que la Chine importe. Ah, alors qu'on reproche à la Chine de pour qu'il y ait la nouvelle route de la soie dans les deux sens. Hein. S'il n'y a pas les deux sens, si on envoie les wagons vides, la nouvelle route de la soie va s'arrêter. C'est pas du gagnant-gagnant. Non, c'est d'un côté des gens qui veulent être gagnants, et de l'autre, des gens qui servent les financiers. Donc, ça ne marche pas. C'est le problème dans lequel on est aujourd'hui. Oui, qui est le problème dans lequel on est aujourd'hui. Et le président Macron, en son temps, avait reconnu qu'un début de solution pourrait être un système de séparation bancaire. Et puis, il a reculé.
Et ayant reculé, ce qui s'est passé un peu, c'est ce qu'on me disait pour le démarrage d'une start-up ce matin, lorsque je visitais la station F. On me disait, voilà, une start-up, qu'est-ce que c'est au départ? Qui est le plus grand incubateur de start-up au monde, je crois. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il n'est pas encore entièrement rempli. Mais qu'est-ce que c'est? Une start-up, c'est, vous devenez une sorte de séducteur, vous dites, voilà, dans ma start-up, j'ai une invention, une innovation qui est extraordinaire, les autres l'ont pas. Je suis quelqu'un qui a inventé cela, j'ai un produit qui est très bon, et en plus, je vais avoir des clients qui seront en très grand nombre. Et avec ça, prêtez-moi, je démarre. Moi, je dis, c'est la campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai, c'est un pari sur l'avenir, mais un pari qui est fait sur quelque chose de virtuel, et pas quelque chose de réel. Alors, est-ce que Macron passera du virtuel au réel? Très difficile lorsqu'on voit les intérêts qui le promeuvent et qui le poussent. Alors il fait un très beau discours à Qian, en Chine, la porte de la nouvelle route de la soie, mais en même temps son ministre Bruno Le Maire dit des choses qui paraissent non seulement différentes, mais en contradiction avec ce qu'il dit. Donc il n'y a pas une politique cohérente, une politique d'ensemble. Et c'est cela qu'il faut faire. Et on ne peut pas faire, en Chine comme en France d'ailleurs, la nouvelle route de la soie, avec les 140 plus grands patrons du monde qui ont été dans une logique financière jusqu'à aujourd'hui. Il faut un État qui cadre, un État qui oriente. Il faut une économie orientée vers la production physique de biens pour le plus grand nombre et vers l'éducation et la formation pour les techniques du futur. Alors, est-ce que la question des grands projets, ça ne va pas être ça aussi un des marqueurs finalement, est-ce que Emmanuel Macron change sa politique et rejoint cette dynamique-là ou reste dans le vieux système financier? Là, on estime qu'il faudrait 10 milliards pour ne serait-ce que réaliser les grands projets qui ont été annoncés en France. Or, ce n'est pas du tout pourvu dans le budget de l'État, ni en 2018, ni d'ailleurs jusqu'en 2022. Alors on dit qu'on les trouvera, ils disent qu'ils les trouveront, mais ce n'est pas prévu. Emmanuel Macron a dit qu'il mettait en pause les grands projets. Oui, c'est vrai, il vient de le dire, ça. Après avoir dit le contraire, il n'est pas une contradiction près. Un changement près. Voyons les grands projets. Bure, par exemple, Bure. Alors, les écologistes vous diront un Tchernobyl souterrain. C'est de la magie de dire ça. C'est en effet prendre des actinides, c'est-à-dire des choses extrêmement polluantes et dangereuses, de courte et de moyenne durée, les enterrer, à grande profondeur. Bon. Même Nicolas Hulot a dit c'est la moins mauvaise des solutions. En effet, la meilleure, c'est de penser à ce qui seront là et qu'un jour, ces déchets deviendront des matières utiles pour l'humanité. Et c'est possible, déjà. Théoriquement, on sait que ça peut être possible. C'est ce qu'on appelle la transmutation des isotopes. C'est ce qu'on appelle en effet la transmutation des isotopiques. Une économie isotopique du futur. Oui, bon, il faut penser à ça, il faut penser à ces termes. C'est un investissement d'environ 25 milliards, Bure. Alors, si on disait tout va s'arrêter comme c'est, hein, comme on est aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'invention, de développement à l'avenir. On va enterrer Enterrons-les et pour toujours ça reste là et si ça tombe sur quelqu'un dans le futur, ben peut-être tant pis pour lui. C'est-à-dire on laisse aux générations futures cela. En réalité, ce qu'on laisse aux générations futures, c'est le développement du nucléaire qu'on a fait. Mais si on l'arrête à l'EPR, par exemple, c'est un désastre. Il faut la 4e génération, la génération future de la fission, et surtout la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc tout ça, c'est comme l'économie, c'est une dynamique. Il faut que les choses du présent permettent d'en faire pour le futur. Et la fusion thermonucléaire, c'est ce qui permettra la propulsion de ce qu'on enverra dans l'espace, d'abord pour porter des rovers, en un temps beaucoup plus rapide, puis des êtres humains, lorsqu'il s'agira dans des dizaines d'années, d'avoir des êtres humains dans l'espace. C'est toute une pensée, c'est pas la magie, hein, c'est toute une pensée sur l'avenir, un pari sur l'avenir, comme on disait il y a plusieurs années. Louis Armand, quand il pensait au plan, il y a des années et des années, il disait c'est un pari sur l'avenir. Et en effet, il faut avoir un plan. Les Chinois, non, nous n'en avons plus. On a renoncé à ça. On n'a plus une orientation vers le futur définie. On a du coup par coup, des ajustements, on n'a pas ce projet vers l'avenir. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est de penser aussi que si on fait cette politique d'avenir, il faut former les gens pour cette politique. Et les former, ça veut dire que dès la petite enfance, là où on retient le mieux, on le sait maintenant, il y a des techniques d'apprentissage, de développement qui coûtent cher. Montessori, c'est très bien, mais ça coûte cher.
il faut tout un matériel, mais il faut investir dans ça. Parce que ça, c'est l'avenir. Ne pas le faire, c'est se condamner à avoir pire après. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte de l'impact désastreux des écrans, des tablettes, des smartphones sur les plus petits. Et on a des parents qui mais sont... Mais c'est utilisé comme une chose en soi, c'est destructeur. Si on reçoit une culture, qui est une culture de la connaissance, de la découverte, littéraire, scientifique, philosophique, avant, on peut maîtriser ces outils, c'est très bien. Moi, je suis tout le temps sur Internet, parce que je peux y trouver des choses que j'aurais passé des heures et des heures à trouver avant. C'est très bien, mais c'est de l'information, c'est pas la création. La création, elle doit être dans ce qu'on apprend à l'être humain, à découvrir, à connaître. Et il y a un retour, même aux États-Unis, des études classiques de ce point de vue, dans différentes universités, où on dit, dans la société de l'avenir, le numérique pourra faire tout ce qui est logique, tout ce qui est formel, oui. Mais qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Découvrir, créer. Donc il faut faire communiquer les adolescents, les hommes du présent, avec ceux qui ont créé dans le passé. Et à ce moment-là, on aura une capacité qui permettra d'aller plus loin dans l'aventure humaine. Et on ne se bloquera pas à un certain moment. Donc, le nucléaire, si on reprend Bure, si on reprend tout ça, si vous le bloquez à un certain moment, essayons de mettre le plus possible la poussière sous le tapis. Mais si vous pensez qu'il y a un développement, et si on pense à l'avenir, si on pense qu'on peut faire à l'avenir, là on se dit, on donne aux générations futures un outil de pensée extraordinaire qui est implicite dans le nucléaire. Même chose pour le Lyon-Turin. Si vous prenez le Lyon-Turin, l'autre grand projet qui doit faire à peu près, je crois, 26 milliards. Si vous faites le Lyon-Turin, 57 km de tunnel, un tunnel énorme, dans des conditions difficiles. Oui, si on pense à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que ça ne rapporte pas assez par rapport aux flux qui pourront y passer. Si on pense à l'économie définie par le pont terrestre mondial, comme nous disons, un développement général dans l'intérêt commun de l'humanité, ou même par les nouvelles routes de la soie chinoise, là, il faut absolument le faire. Et on anticipe sur l'avenir. Parce que par là pourront passer tous les trafics de marchandises, de biens lourds, tout ce qui passera par là, et dont on a besoin, qui ne passeront pas par les routes où c'est impossible que ça passe, parce que ça bloquerait tout. Donc, il faut penser par rapport à ce qui sera dans plusieurs années. Moi, j'avais appelé ça penser avec les yeux du futur, mais pas seulement les yeux, surtout l'esprit du futur. Et j'ai envie de demander aussi, par rapport à ça, que penser de la décision du gouvernement par rapport à Notre-Dame-des-Landes? Parce que c'est un grand projet aussi. Oui et non. Pour augmenter le trafic aussi. C'est quelque chose qui a été décidé à la fin des années 1960. Et on était fichu de rien faire depuis. Alors depuis, il s'est passé des choses. Hein. On a les trains à grande vitesse. Et pour moins de 1500 km, je pense, il faut ces trains à grande vitesse. Inventons-les, faisons-les comme il faut, sans abandonner les TER, les liaisons internes. Sûr, oui. Et faisons le maillage au niveau de développement des différentes étapes qui transmettent de la matière, de l'intelligence, de l'énergie, tout ce qu'il faut au niveau de la Terre. Et au-dessus de 1500 km, on aura l'aviation. Alors, que fera-t-on après? Alors, évidemment, c'est où Notre-Dame-des-Landes, qui était un projet, disons, qui était peut-être pensé dans les conditions de 1960, mais qui, aujourd'hui, à l'époque du développement des transports terrestres, ne correspondait plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger l'aéroport de Nantes, avec des problèmes, hein, là aussi. Donc, les transports à grande vitesse terrestre, plus probablement une plateforme aérienne, mais qu'il faut repenser, pour tout le littoral atlantique et cette région du littoral atlantique ouest. Donc, on ne pense pas à l'avenir. Et dans cet aspect, les écologistes qui défendent, qui ont défendu l'abandon du projet ne pensent pas à l'avenir, mais ceux qui poussaient ce projet non plus. Donc il faut penser à cet avenir et réunir les gens. Je crois autour d'une table, lorsqu'on pense l'avenir, on peut toujours se mettre d'accord. Et on aura des ZAD à défendre, mais plus des zones où on ne pourra plus agir, mais ce sera des zones à développer. Le passé ne ruissellera plus sur le futur, et c'est le futur qui permettra d'alimenter ce que les humains doivent faire. Il faut simplement que les gens se mettent à penser, à réfléchir, et à voir que s'il y a un progrès dans la maîtrise par l'homme des moyens qui peuvent le servir, je pense au nucléaire, par exemple, et un progrès de la justice sociale, de l'égalité des chances, et la capacité pour chacun d'avoir un avenir meilleur. Ces deux choses vont ensemble. Ce n'est pas deux choses séparées. Et on ne peut pas dire, comme font certains, abandonnons le nucléaire et allons vers la justice sociale, le progrès et le développement. C'est deux choses qui vont ensemble.
Et pour cela, il faut croire que l'être humain est capable de connaître, de comprendre, de développer l'univers, et qu'il peut le faire dans l'intérêt commun, dans ce qu'on appelle le bien commun, ou l'intérêt général, ou le progrès. Et à ce moment-là, la création ne sera pas une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un, ce ne sera pas une roue, ce sera quelque chose qui se porte vers l'avenir, pas comme une simple flèche linéaire, mais avec des discontinuités, et cette société ira vers un avenir où on découvrira des choses où moi-même ou nous-mêmes aujourd'hui n'avons même pas idée. Ça sera extraordinaire, parce que ça sera la société de la curiosité et de la création. Bien, merci Jacques Cheminade pour cette inspiration dont on a, je pense, beaucoup besoin. Mais ça ne sert à rien d'en parler, il faut se retrousser les manches et faire. Tout à fait. Donc j'invite chacun à transmettre cette vidéo à vos amis, à la partager, à la commenter aussi, puisque, donc, comme on s'y est engagé, nous allons répondre à vos commentaires. Et plus largement, à nous contacter, à Solidarité et Progrès. On mène des actions militantes pratiquement tous les jours. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Ouais, moi je serais plus sévère. Je dirais, si vous pensez que l'avenir vaut la peine d'être vécu, et beaucoup de gens commencent à ne plus le penser, hein. Si vous pensez que c'est le cas, mobilisez-vous et battez-vous pour que ce soit le cas. Très bien. À bientôt.